Dans le sud de l'Ardèche, se tient une petite montagne méconnue. Un lieu où la vie sauvage s'épanouit dans des décors variés. Ancré dans un territoire riche d'histoire, où chaque pierre renferme des murmures. À l'heure où tout semble déjà connu, partons à la découverte de ces collines de l'inattendu. Je préside l'association Fiber Nature que j'ai cofondée en 2020 avec un certain nombre d'étudiants. C'est une association naturaliste, c'est une association nationale qui a son siège à Montpellier. Donc elle travaille sur 3 axes principalement. Donc tout d'abord sur les études naturalistes qu'on peut mener, principalement le castor puisqu'on est connu pour l'étude du castor. D'ailleurs le nom scientifique c'est castor fiber, d'où le nom de notre association, Fiber Nature. Ensuite, on sensibilise le grand public, soit en faisant des films documentaires, en faisant des interventions dans les écoles. Et puis, dernière chose, qui est une particularité, il y a peu d'associations qui font ça en France, nous achetons ou on nous donne des terrains. Et à ce jour, donc au bout de 5 ans, nous avons une vingtaine d'hectares. La montagne de la Serre se trouve à l'extrême sud de l'Ardèche, en bordure du Gard. C'est une montagne qui fait à peu près une dizaine de kilomètres de long, sur une zone très méditerranéenne, donc très sec et très chaud l'été. Alors c'est caractérisé par plusieurs types d'habitats. Il y a beaucoup de chênaies, soit de chênes verts, sur les versants plutôt qui se trouvent au sud, des chênaies de chênes pubescents aussi. Et puis on trouve jusqu'à assez haut sur la montagne de la Serre, qui culmine jusqu'à un peu plus de 500 mètres. On peut voir des petits ruisseaux qui se trouvent, des zones humides assez élevées. Et donc il y a une troisième zone qui est caractéristique aussi, ce sont les garrigues. Cette montagne de la Serre, c'est vrai que j'ai un attachement tout particulier puisque je suis d'une vieille famille ardéchoise et donc c'est vrai que j'y suis allé depuis mon enfance. Ce qui me paraît intéressant sur cette montagne, c'est qu'on a sur une dizaine de kilomètres un résumé du patrimoine local du sud d'Ardèche et beaucoup d'habitants, même locaux, ne sont pas conscients de la richesse que nous avons dans cette montagne.
Ce secteur de l'Ardèche où j'ai passé mon enfance a vu aussi naître ma vocation de géologue. Donc j'allais autour de chez moi ramasser quelques fossiles. Puis quand c'était un petit peu plus loin, comme le rocher de Samson ici, la montagne de la Serre, évidemment je demandais à mes parents de m'accompagner. Alors on allait chercher des véritables trésors que je ramenais à la maison, que j'essayais d'identifier, de classer. Voilà, ça y est, le virus était parti. J'ai été contaminé assez jeune grâce à cet ensemble de formations sédimentaires ardéchoises. Il y a à peu près 230 millions d'années, donc là on est très loin, on est à la période du Trias, la mer envahit la région. Et puis on arrive là à la période du Crétacé. Et il se trouve que les roches qu'on a ici, qui nous environnent, sont de cette période-là. Donc c'est-à-dire il y a à peu près 130, 110 millions d'années. Et pendant toute cette période, la région est sous l'eau. Et puis petit à petit, la mer devient de moins en moins profonde. Et puis les marnes, qui sont composées d'argile et de calcaire, vont disparaître et laisser place uniquement à des calcaires. Dans les marnes, on va trouver quelques ammonites. Les ammonites, c'est les animaux qui ont disparu. Et puis ce que l'on va trouver aussi assez fréquemment, ce sont des oursins. Et ça, c'est plutôt des animaux qui vivent en assez grande profondeur. Et au fur et à mesure qu'on arrive dans ces calcaires, et là on est à Samson devant des calcaires qui sont plutôt massifs au niveau du sommet, ça correspond aussi à ce que l'on trouve dans les gorges de l'Ardèche, et une bonne partie évidemment de la montagne de la Serre. C'est ce qu'on appelle le calcaire urgonien, et là ça correspond à une mer peu profonde, dans lequel on va trouver des fossiles de récifs, alors un peu de corail, mais surtout des huîtres qui composaient ces récifs. La mer s'est retirée il y a à peu près 190 millions d'années. Et au tertiaire, qu'est-ce qui va se passer? On est à 30 millions d'années. Là, il y a vraiment la surrection des Alpes. C'est la collision entre l'Afrique et l'Europe. Et donc là, surgissent des montagnes. Alors ici, ce ne sont pas les Alpes, mais on a quand même le contre-coup de ces contraintes tectoniques avec des plissements qui vont affecter les roches. Donc tout ça fait que l'eau va circuler, va éroder tout ça. Et là, ça y est, j'y suis arrivé à la formation de ma montagne. Parce que ce que l'on voit en fait aujourd'hui, c'est plutôt le résultat des 1-2 derniers millions d'années de peaufinage, de sculpture de l'érosion sur les roches. Là, on est en milieu calcaire. Le calcaire est fissuré, qui plus est, et on va parler d'un réseau karstique. Tout ça communique à l'intérieur et forme évidemment des grottes, mais aussi des réseaux souterrains. Alors il y a de l'eau qui rentre et elle va rejoindre de l'eau qui est en profondeur à l'intérieur de ce massif. L'eau va pouvoir circuler et à certains moments, évidemment, elle va ressortir. Alors elle ressort au point bas, ce qu'on appelle des résurgences. Et voilà, par exemple, Font-Vive, c'est tout à fait cet exemple-là. C'est une ressource en eau qui est intéressante, mais qui est extrêmement vulnérable, parce qu'on a bien compris que la première goutte d'eau qui tombe, il y en a peut-être une qui va s'écouler, là, selon la pente, mais la plupart vont s'infiltrer. Mais s'il y a un polluant quelconque en surface, il va s'infiltrer à la même vitesse. Donc il y a une très forte vulnérabilité des réserves d'eau en milieu karstique. Les premières pratiques d'agropastoralisme, associant agriculture et élevage, ont façonné les paysages ardéchois, en donnant naissance en particulier aux garrigues. Ces milieux, ouverts par l'action humaine, présents au pied de la montagne, se sont érodés au fil du temps, perdant une partie de leur fertilité. S'y est alors développée une flore particulière, peu gourmande en ressources, et également capable de résister aux fortes chaleurs et aux sécheresses. Dans le sud de la France, ces garrigues comptent aujourd'hui parmi les milieux les plus riches en biodiversité, abritant de nombreux insectes, oiseaux, reptiles et amphibiens, profitant d'une flore variée. Ce Saint-Foin d'Europe est un exemple parfait de la diversité qu'offre ce lieu.
Présente seulement dans une quinzaine de communes en France, cette plante est étroitement liée à ce milieu, comme beaucoup d'autres. Pourtant, aujourd'hui, une menace importante pèse sur les garrigues. En l'absence d'activité pastorale, ces milieux ouverts tendent à se refermer. Lorsque la forêt vient recoloniser ces espaces, une grande partie de la biodiversité qui y était présente perd son habitat. Le rôle du bétail est donc fondamental pour assurer la pérennité des garrigues. Mais un surpâturage peut lui aussi leur nuire. À force de piétinement et d'enrichissement trop important du sol, une garrigue primaire peut être dégradée de manière irréversible. Certaines espèces, comme le kénopode fétide, apprécient justement un sol très riche en nutriments. Mais ce n'est pas au goût de toutes les plantes, rendant ces pâtures plus pauvres en diversité que les garrigues alentours. Ce paysage riche est donc le résultat d'un équilibre fragile, un héritage forgé au fil du temps par les hommes et les femmes qui vivaient ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment vivaient ces gens et d'avoir une meilleure connaissance en fait de ces populations qui sont un peu, alors je dirais pas nos ancêtres parce qu'il y a tellement eu de brassage génétique, de populations qui bougent ou pas, mais en tout cas ce sont des gens qui ont habité ici, qui ont évolué dans ce paysage, qui ont commencé à le transformer ce paysage. Donc en fait on a quand même un héritage de ces gens. Quand le néolithique commence à se développer vers moins 6000 ans, on a encore des populations qui vivent à des endroits jusqu'à épuiser la terre. Mais en 3000 ans, la technologie, les réflexions se changent. Et 3000 ans plus tard, c'est-à-dire vers moins 3000, moins 3500, ils ont compris que s'ils laissaient la terre se reposer, s'ils l'amendaient avec du fumier, ils n'avaient plus besoin en fait de partir. Cette terre, elle pouvait se régénérer. Et à ce moment-là, c'est là qu'on voit se positionner vraiment des villages avec des territoires qui se dessinent. Et là, ils sont définitivement sédentaires. Et à l'intérieur de ces villages, on a des sociétés qui vont vivre donc de l'agriculture, de l'élevage, mais aussi de l'artisanat, quasiment des corps de métier qui se développent, donc production de richesse et développement de statuts sociaux plus importants que d'autres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'arrivent les dolmens. Ce sont des tombes collectives qui ont été construites à la fin du néolithique, donc ce sont des tombes qui ont plus de 5000 ans. Ce qu'on voit actuellement, en fait, c'est l'intérieur de la tombe, parce qu'avant, il y avait tout autour, il y avait un tumulus, donc un tas de pierres. Et en fait, dans le paysage, ce qu'on voyait, c'était ce tas de pierres qui était érigé dans la nature. Pour l'Ardèche, l'inventaire indique 865 dolmens. On n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi il y a une telle concentration. On suppose, nous, qu'il y a une grosse influence en fait, de la matière première, c'est-à-dire le calcaire. Il y a les rivières, il y a les cavités, donc on a des lieux propices à l'installation. Mais il y a peut-être aussi quelque chose d'ordre culturel, et ça c'est plus compliqué en fait à comprendre.
L'histoire de la montagne se poursuit au Moyen Âge, avec le château du Chastelas, fondé aux environs du XIIe siècle. Autour de ce château se développe un village d'une soixantaine de foyers, animé par une importante activité artisanale. Les archives mentionnent en particulier la présence d'une église et d'un hôpital. Au fil du temps, le château a succombé aux tourments de l'histoire. Au XIVe siècle, lors de la guerre de Cent Ans, les Tuchins, des groupes armés, dévastent la région. La montagne de la Serre fut également un lieu de grande tension dans les guerres de religion entre protestants et catholiques à partir du XVIe siècle, et ce, jusqu'à la Révolution française. Le village fut ensuite abandonné au XIXe siècle car les richesses se sont délocalisées dans la plaine avec la culture du mûrier et du verre à soie. Aujourd'hui, le Chastelas est connu pour être un des plus beaux villages médiévaux en ruine du sud de l'Ardèche, et les habitants ont laissé place à d'autres occupants. La montagne de la Serre est finalement assez peu étudiée pour sa biodiversité alors qu'elle est remarquable puisqu'il y a une grande zone Natura 2000 qui regroupe une partie de cette montagne. Et puis à l'ouest, au niveau des Piémonts, au niveau des garrigues, il y a une zone SNIF en particulier qui est propre, qui est rattachée aux garrigues et justement à ces petits ruisseaux, aux zones humides qui sont créées par tous les cours d'eau. Il est toujours difficile d'estimer une biodiversité, hein. Donc on sait qu'elle est tout à fait importante. On peut penser bien sûr aux castors, à la loutre qui viennent sur les ruisseaux. On peut penser bien sûr à des rapaces. Ça fait partie de la montagne de la Serre, fait partie du domaine vital de l'aigle de Bonelli. On y trouve le vautour pagnoctaire, on y trouve le vautour fauve, le faucon pèlerin et d'autres rapaces. On s'est aperçu qu'il y avait d'ailleurs la citoyenne bleue, qu'on ne connaissait pas sur cette montagne de la Serre. Et puis on y trouve bien sûr des espèces qui sont emblématiques. On peut penser aux scorpions, noir à pattes jaunes par exemple, aux scorpions languedociens. On y trouve des serpents remarquables, dont la couleuvre de Montpellier. Donc on y trouve vraiment une diversité assez bien représentée.
En fait, cette montagne, elle est encore pleine de secrets. Elle est tellement recouverte par la végétation que cette végétation en fait protège ce qui s'est passé. Et donc c'est ce côté peut-être un peu où on se dit il y a encore des choses à trouver. Elle nous a pas tout dit et même d'un point de vue environnemental et naturel, je pense qu'on ne connaît pas tout de cette montagne. Quelque part, cette austérité préserve un peu ce lieu. Par contre, il peut y avoir effectivement des projets touristiques. Ce sont des zones aussi qui sont vierges en fin de compte d'habitation, un peu au sommet. On peut avoir envie de mettre du photovoltaïque, des éoliennes. Alors c'est très bien, il en faut bien sûr, mais ça peut effectivement localement créer des problèmes au niveau de la biodiversité, mais aussi du paysage. Avant, on s'inquiétait des pillages, mais en fait, on ne s'inquiétait pas des aménagements potentiels qu'il pouvait y avoir sur la montagne de la Serre ou ailleurs. Hein. Heureusement qu'il y a des associations qui se battent aussi pour défendre tout ça, qu'il y a des élus également qui suivent ces idées. Mais des fois, face à la nécessité économique, énergétique, eh bien, l'archéologie ou en tout cas la nature, elle a pas, c'est un peu compliqué d'arriver à la préserver face à ces grosses demandes qui touchent toute la population. L'association Fibre Nature avec d'autres associations, Qualité de vie Agropierre et l'association Pailive avec qui on est très proche, qui est une association naturaliste, on monte souvent au créneau contre ces projets en mettant en avant des raisons scientifiques. Pourquoi il faut préserver. Alors soit parfois c'est pour une question archéologique, et puis bien sûr pour une biodiversité remarquable. Et jusqu'à présent, on est arrivé à faire stopper tous ces projets. La montagne de la Serre abrite donc une biodiversité vaste et emblématique, grâce à une mosaïque de milieux naturels. Ces paysages sauvages et peu occupés par l'homme témoignent de la richesse de la nature et de l'histoire locale. La préservation de ces milieux passe à la fois par le travail des associations, mais aussi par l'évolution des mentalités. Préserver des lieux comme celui-ci, c'est offrir aux générations futures des tableaux complets de patrimoines locaux.